Bonjour, nous sommes mercredi. Voilà, j'ai un peu de mal à savoir quel jour nous sommes maintenant. Nous sommes le 8 juin. Il fait très très beau à Moscou et nous en profitons. Voilà. Mais voilà, aujourd'hui nous avons un invité surprise qui se trouve à mes côtés, quelqu'un que vous ne connaissez pas, que je vais présenter dans une minute et qui va parler en premier parce que malheureusement il doit nous quitter. Euh, mais avant, vous avez remarqué qu'il y a toujours Arnaud et Igor qui vont nous raconter, comme d'habitude, qui vont nous faire leurs analyses. Mais mon invité surprise s'appelle Guy Mettance, quelqu'un de connu, connu principalement en Suisse parce qu'il est suisse. Il a d'abord l'honneur d'être le président de la Chambre de commerce russo-suisse et Asie centrale. Guy est aussi un écrivain. Il a écrit un livre formidable que je vous conseille de lire qui s'appelle Russie-Occident, une guerre de 1000 ans. Et c'est vraiment de toute l'histoire de la Russie et de l'Occident, c'est vraiment passionnant. Il écrit beaucoup d'articles sur la situation actuelle. J'ai entendu Guy il y a quelques semaines à la télévision suisse faire un débat avec un ancien ambassadeur des États-Unis. Euh, je crois que vous écrivez aussi beaucoup d'articles dans la Tribune de Genève. Bref, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui, Guy, et ça serait bien si vous pouvez nous faire un, un petit point sur comment voyez-vous la situation depuis la Suisse. D'abord, merci Emmanuel et puis à toute l'équipe de la Chambre de m'accueillir ici aujourd'hui. Effectivement, je me trouve à Moscou et comme d'habitude, j'ai toujours plaisir à rendre visite à mes collègues français, surtout qu'on parle la même langue et puis qu'on partage les mêmes difficultés, si je puis dire, dans cette période un peu troublée. Donc, c'est toujours intéressant d'échanger. Et puis, merci de me donner l'occasion et de me poser cette question-là. Et avant que vous ne Comment commencez, juste une chose, c'est poser vos questions tout de suite si vous en avez pour Guy, parce que Guy doit nous quitter assez rapidement. Donc, si vous en avez pour Guy, n'hésitez pas à en poser. On nous dit déjà que vous êtes connu au dialogue franco-russe. Exactement, puisqu'il y a une quinzaine de jours, j'ai fait une conférence là-bas avec Jacques Beau au dialogue franco-russe. Tout à fait. Un autre Suisse. Un autre Suisse. Alors, bon, comment on voit la situation en Suisse? Bon, on la voit aussi mal, si je puis dire, qu'on peut la voir d'ici. C'est-à-dire qu'évidemment, ce qui s'est passé depuis le 24 février a beaucoup perturbé l'économie suisse, notamment le monde bancaire, qui craint beaucoup pour ses affaires, notamment dans ses relations avec les États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle, en moins de 72 heures, la Suisse a quasiment bradé sa neutralité pour s'aligner sur les sanctions américaines et européennes, ce qui n'était jamais arrivé en 200 ans d'histoire. Donc c'est un des premiers grands changements au point de vue, on va dire, politico-économique. Naturellement, les sanctions ont aussi un effet sur les entreprises suisses qui travaillent ici en Russie, notamment Nestlé, les grandes entreprises, mais d'autres aussi. Bon, c'est pas un mystère, mais aussi sur l'argent déposé dans les banques par comment on les appelle maintenant, les oligarques. Comme vous le savez, le système bancaire suisse est assez amical avec l'argent qui vient de l'étranger. Donc, il y a quelques milliards de francs, d'euros qui ont été sanctionnés, voire même plus. Il y a des chiffres énormes qui sont prononcés. Mais voilà, pour dire que la Suisse, évidemment, est très affectée par cette problématique. Bon, maintenant, on est en train de mieux examiner cas par cas qui sont touchés, quelles sont les personnes ou les entreprises affectées. On descend un petit peu plus dans le détail. Mais pour le moment, la discussion porte beaucoup sur des questions de neutralité, comme je viens de le dire, parce que ça fait quand même débat d'avoir, disons, outrepassé ce qui était la règle d'usage habituelle en matière de neutralité, notamment pour les livraisons d'armes. Les Danois et les Allemands font pression sur les Suisses pour qu'on leur permette de livrer des munitions d'artillerie qui étaient fabriquées en Suisse et qui, d'après notre loi, sont interdites de réexportation. Voilà un débat qui a lieu ces jours, en plus de celui sur la neutralité. On a aussi un débat sur les ressources énergétiques, sur l'électricité, l'approvisionnement en gaz, puisqu'on consomme aussi du gaz russe via la plateforme commune d'achat
de gaz en Europe. Donc, voilà un peu la situation en Suisse. L'opinion publique, encore un dernier mot et je m'arrête là, l'opinion publique était extrêmement pro-ukrainienne au début, dans les premières semaines qui ont suivi l'opération militaire spéciale, comme on l'appelle ici, est en train d'évoluer, je dirais petit à petit, pour prendre conscience que les choses sont légèrement plus compliquées qu'on l'avait expliqué au début, qu'on n'est pas tout à fait dans le schéma gentil ukrainien, méchant russe tel que la presse nous l'avait décrit, quand justement peut-être il faut voir les choses de manière un peu plus large si on veut se sortir, si on veut trouver des solutions négociées à ce conflit. Donc une légère, on va dire, évolution positive en ce qui concerne la compréhension du contexte global pour la situation en Ukraine. Voilà, je m'arrête là, je ne veux pas être trop long. Mais c'est très intéressant, Guy. Arnaud a une question à vous poser. Oui, une question. On se souvient du sommet Poutine-Biden il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an pratiquement, jour pour jour. Je crois que c'était le 16 juin Exactement. 2021 chez vous, à Genève. Est-ce que vous pensez que la Suisse peut de nouveau jouer un rôle, ou est-ce que ce que vous décrivez comme une dérive quelque part, ou un renoncement à la neutralité finalement réduit les potentialités diplomatiques de votre pays? Alors, c'est aussi, merci pour la question, parce que c'est aussi un débat en ce moment en Suisse, puisque la Suisse, du fait de sa neutralité, s'était toujours positionnée comme une, on va dire une petite puissance, mais comme un pays pouvant apporter ses bons offices, comme une force de médiation, un peu comme les Norvégiens ou actuellement les Turcs qui font ça pour l'Ukraine. Et puis, effectivement, eh bien, pour répondre à votre question, c'est non, parce que j'en ai parlé avec l'ambassadeur de Russie à Genève, qui m'a clairement dit que la Suisse ayant été mise dans la liste des pays inamicaux, pour les Russes, c'était terminé. Ils ne voulaient plus entrer en matière, et en tout cas plus passer par accepter de médiation suisse, tant que la Suisse conserverait cette position entre guillemets hostile. Parce que c'est vrai que les Russes ont toujours considéré Genève et la Genève internationale comme un hub, comme un centre de négociation neutre. Ils l'ont fait dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En 1955, le premier sommet international qui a eu lieu, c'était à Genève entre le président Eisenhower, les Russes, il y avait Bulganin, Zhukov, Molotov, je crois, les trois. Il y avait Anthony Eden et c'était Bidault qui représentait la France. Donc, le premier sommet de la guerre froide a eu lieu à Genève. Celui qui a raccommodé dans les années 80, premier sommet entre Gorbatchev et Reagan a aussi eu lieu en 1985 à Genève. Et comme vous l'avez dit, il y en a eu d'autres, hein, avec d'autres présidents américains et russes. Et puis le dernier, Biden-Poutine. Et pour ça, pour le moment, en tout cas aux yeux des Russes, c'est terminé. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra plus du tout, mais c'est aussi un accroc, on va dire, cette atteinte à la neutralité a porté, à mon avis, préjudice à la capacité suisse de servir de plateforme de négociation commune. Et pour moi, c'est quelque chose que je regrette, en tout cas à titre personnel. Mais cette atteinte à la neutralité suisse est-elle acceptée par le peuple suisse ? Alors, comme j'ai dit, l'opinion publique, un peu sous l'influence des journaux, là, disons-le, un peu de la propagande atlantiste, appelons les choses par leurs mots, par leur nom, disons, et puis aussi par le choc des images, parce qu'il y a quand même un drame qui se déroule en Ukraine, donc effectivement, les gens étaient très touchés, se sont mobilisés. La Suisse est aussi un berceau de l'humanitaire, avec la Croix-Rouge internationale, avec le Haut Commissariat aux réfugiés qui se trouve à Genève, donc on a cette tradition, et naturellement qu'elle s'est tout de suite mobilisée pour venir en aide à la population ukrainienne, pour accueillir des réfugiés. Là, tout le monde s'est mobilisé, ça ne fait pas de doute, disons. Mais voilà. Et oui, pour. Et donc, est-ce que il existe un débat au sein de oui, donc la population suisse sur la neutralité ? Ça fait naturellement débat. C'est un débat qui commence à prendre de l'ampleur parce que justement maintenant on a passé le premier stade de l'émotion pure et puis on essaye de rentrer, comme je le disais tout à l'heure,
dans l'explication ou dans la tentative de comprendre un tout petit peu les enjeux, les tenants et aboutissants de ce conflit qui sont un peu plus complexes. Donc, je pense que ce débat va aussi prendre de l'ampleur. Il y a une initiative populaire qui est en préparation pour mieux définir la neutralité. Et je pense aussi que la notion de bons offices, bon, on va accueillir, la Confédération suisse a lancé un projet de grande conférence internationale sur l'Ukraine qui aura lieu au mois de juillet dans le canton du Tessin, à Lugano. On verra ce que ça donne, mais ce n'est pas une médiation puisque les Russes sont absents. C'est autre chose, on verra. La neutralité ne veut pas dire, si on souhaite une neutralité de la Suisse, ça ne veut pas dire qu'on devient pro-russe contre l'Ukraine. Hein. Donc, la neutralité, c'est pas de prendre parti pour l'un contre l'autre, mais donc, ça va dans les deux sens. Voilà, ouais. Bien sûr. Donc, si on est neutre, on ne peut pas prendre parti pour l'Ukraine contre la Russie, mais évidemment, on ne peut pas faire le contraire non plus. Ça, on peut nous le reprocher, on peut dire que c'est de la lâcheté. Enfin, certains pays ne se gênent pas pour le dire, mais en même temps, c'est une vocation qui existe, qui est bicentenaire en Suisse, puis qui a été voulue par les puissances européennes après les guerres napoléoniennes, depuis le traité de Vienne. Donc, c'est quelque chose, on va dire, d'ancré non seulement en Suisse, mais aussi un peu dans la psychologie collective européenne. Oui, enfin, c'est l'image de la Suisse pour les Européens. Et comme la France souveraine dans sa politique étrangère, c'est l'image aussi qu'on peut avoir. Alors, on peut regretter toutes ces pertes de neutralité, de souveraineté un peu. Mais bon. Une question, quelle est la situation des entreprises suisses en Russie? Elle est difficile. Elle est difficile parce que c'est la même chose que pour les entreprises françaises. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas énormément d'entreprises qui ont mis la clé sous le paillasson. La plus grosse, c'est Nestlé. C'est Nestlé qui, elle, a dit qu'elle ne le ferait pas. Ouais. Donc, elle continuerait ses activités. Alors, je crois qu'ils sont séparés de certaines activités. Des activités de considérées comme moins essentielles. Parce que l'argument de Nestlé, qui à mes yeux est juste, c'est de dire on nourrit la population, on ne va pas priver les Russes de nourriture ou de boissons parce que voilà, c'est un bien de première nécessité, ce qui à mon avis est tout à fait, devrait être compréhensible en tout cas. Mais ils ont enlevé, ils ont arrêté Nespresso par exemple. Alors Nespresso, le café, voilà. Voilà, mais c'est plutôt ce type. Alors, les d'autres entreprises ont aussi un petit peu, on va dire, comment pas downsizer, peut restructurer leurs activités, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de lâchage généralisé. Je me suis un peu, parce que je connais mal, mais la Suisse, à part Nestlé, vous êtes présent dans quel autre domaine? Je sais qu'il y a un peu d'ingénierie. Alors, il y a de la chimie, Novartis, il y a d'entreprises chimiques, il y a Syngenta qui fabrique donc des produits agricoles et il y a Holcim. Il y a Holcim, bien sûr. Effectivement, le ciment. Voilà, quelques grands, Novartis, Roche. Il y a d'autres entreprises actives, j'ai oublié le nom maintenant, dans l'extraction aussi de minerais, des activités comme ça. Et puis, naturellement, il y a l'investissement. La Suisse est le 10e investisseur international en Russie. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Donc là, c'est gelé avec les sanctions, mais pour le moment, il n'y a pas non plus de désinvestissement massif à ma connaissance. On nous demande, peut-on voir une différence de communication dans la gestion de la crise entre les entreprises suisses francophones et germanophones? Alors, je ne sais pas si tu peux répondre, mais pas vraiment, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la majeure partie des entreprises industrielles sont en Suisse alémanique, donc elles ont une envergure nationale. Nestlé a son siège à Vevey, donc en Suisse romande. Les banques, vraiment, je ne crois pas qu'il y ait de différence notable entre une partie ou l'autre de la Suisse à ce propos. Je ne crois pas non plus. Ouais. On nous demande si Syngenta n'est pas chinois maintenant. Alors oui, je vois qu'on a des connaisseurs. Oui, il faut faire attention à ce qu'on dit. On nous reprend facilement. Il faut faire très attention, mais en fait, ça fait plaisir. Oui, effectivement, mais le siège est toujours, en tout cas, peut-être les ordres viennent de Pékin, mais le siège est toujours à Bâle, donc on considère encore comme une entreprise, on va dire, semi-suisse. Absolument. Comme le Club Med pour nous. Voilà. Non, mais Guy, je ne sais pas, vous avez d'autres questions? Non,
pas de questions dans la salle. Il n'y a plus d'autres questions pour. Merci infiniment. Merci on à était vous. absolument ravis de vous recevoir. Je suis à disposition Et la prochaine fois. la prochaine fois, venez et on fera quelque chose avec vous. C'était vraiment, vous êtes quelqu'un de qualité et surtout lisez bien le livre de Guy Métan si vous êtes intéressé sur la Russie parce que cette guerre de 1000 ans, enfin Russie-Occident, une guerre de 1000 ans est un livre vraiment passionnant. Il faudra patienter un petit peu parce qu'il a épuisé en français, il a épuisé aussi en russe, mais on va justement refaire une nouvelle édition qui paraîtra en français à partir du début septembre. Très bien. C'est les personnes intéressées. C'est les Sirtes, exactement. Qu'il avait. Voilà, on nous dit merci à votre intervenant en Suisse pour sa clarté et sa franchise. Merci en tout cas de m'avoir accueilli, de m'avoir écouté. Non, mais merci beaucoup, Guy. Et bon retour en tout cas. Et on va accueillir pour remplacer Guy, quelqu'un que vous connaissez bien évidemment. Ce n'est pas un invité surprise, nous n'en avons qu'un aujourd'hui. Et c'est notre vice-président bien-aimé, le vice-président Chenesso, voilà, qui est là pour répondre aussi à vos questions. Donc, on va reprendre le cours normal de nos interventions. Donc, que s'est-il passé, Arnaud, entre lundi et aujourd'hui? Y a-t-il des points saillants à évoquer? Merci, Président. Bonjour à tous. Effectivement, quelques actualités significatives, tant dans les domaines économiques que politiques. Tout d'abord, hier, de nouvelles sanctions américaines, une mesure qui vise à interdire l'achat de titres et de dettes russes sur le marché secondaire. Donc, c'est un signal important. En revanche, la vente, la cession et détention ne sont pas, à ce stade en tout cas, concernés par ces mesures de restriction. La Banque centrale de Russie, qui a relevé le seuil pour les virements de la Russie vers l'étranger, pour les particuliers, résidents et pour les Russes et pour les résidents de pays amicaux. Et ce seuil passe de 50 000 $ par mois à 150 000. Donc tout ça va dans le sens, encore une fois, d'un allègement des restrictions. La Banque centrale de Russie constate que finalement, malgré ces précédentes mesures, le rouble reste fort et ce type de mesure est considéré comme potentiellement positive puisque pouvant desserrer un petit peu la pression sur le rouble, mais la pression à la hausse. Aeroflot, dont on sait qu'elle est dans une situation complexe en raison de la suppression de nombreuses liaisons aériennes. Je crois que la compagnie russe assurait des vols vers 56 pays avant le 24 février, aujourd'hui vers 13 seulement. Il y a toute la question de l'exploitation et de la maintenance des Airbus, des Boeing. Et dans ce contexte, Aeroflot a annoncé l'acquisition dans les prochaines années de 300 avions de fabrication russe. Alors, il faudra voir ce qui relève de l'effet d'annonce. Il faudra voir le calendrier. On sait que au moins 2 des modèles, le Superjet et le MS-21, pour ne pas les citer, incluent des coopérations internationales, donc sont potentiellement, si ce n'est menacés, en tout cas, pourraient être retardés. En tout cas, il faut s'attendre à une annonce d'Aeroflot au cours du Forum de Saint-Pétersbourg. Enfin, la Banque mondiale qui a publié à son tour ses prévisions de croissance, en l'occurrence, il s'agit de récession pour la Russie cette année, moins 0,9%, moins 2% l'année dernière. Et la Banque centrale estime qu'en 2024, le PIB de la Russie sera de 7% inférieur à celui de l'année 2019. Quelques mots de politique. Avec l'adoption en première lecture à la Douma d'État de la loi sur les agents étrangers, avec pour rapporteur M. Logovoy, dont on se souvient qu'il avait joué un rôle, en tout cas c'est ce que les Britanniques pensent, dans l'empoisonnement de M. Litvinenko en 2006. Ce texte ne fait pas l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque les communistes, Russie Juste, Jean Nouveau, en d'autres termes, tous les groupes parlementaires, hormis Russie Unie et le LDPR, sont contre ce texte, qu'ils estiment trop général, trop englobant. Un communiste a même relevé que si ce texte avait été en vigueur
il y a quelques décennies, eh bien quelqu'un comme Mendeleïev aurait été agent de l'étranger, puisqu'il aurait découvert ces éléments avec des financements occidentaux. En tout cas, le sujet reste d'actualité, on le voit. Autre point intéressant et qui fait un petit peu la transition avec la politique étrangère, parce qu'il s'agit des sujets russo-ukrainiens. D'abord, un changement à la tête de la diplomatie de l'Église orthodoxe russe. L'évêque Hilarion, qui était en charge du département des relations internationales depuis 2009, a été démis de ses fonctions en lien avec ce qui s'est passé fin avril, pardon, il en avait parlé, au sein de l'Église d'Ukraine, une volonté de prise de distance. Il a été remplacé par un jeune évêque, l'évêque Antoine, très proche du patriarche Cyril. Et c'est quelqu'un qui a de jeunes, 37 ans, et qui a œuvré officier en Italie en particulier. Donc on voit que cette affaire qu'on avait évoquée, elle crée évidemment des remous non seulement en Ukraine, mais également au sein de l'Église russe qui a d'ailleurs annoncé, si j'ose dire, une forme d'annexion des paroisses de Crimée, qui formellement restaient rattachées jusqu'à présent à l'Église orthodoxe d'Ukraine. Donc voilà, il y a des réajustements qui s'opèrent aussi au sein de l'Église orthodoxe de Russie. Et pour terminer, deux nouvelles liées encore une fois à l'Ukraine et à la Russie. M. Kirienko, dont on a parlé ici récemment. M. Kirienko, vous le savez, qui a été Premier ministre de Boris Yeltsin en 1998, qui ensuite, entre autres, a dirigé Rosatom pendant de longues années, avec grand succès, il faut le dire. Et M. Kirienko, qui depuis 2016 est numéro 2 de l'administration présidentielle en charge de la politique intérieure, eh bien, il s'est rendu une nouvelle fois dans l'Est ukrainien, en l'occurrence à Militopol, qui est rattaché à la région de Zaporogie. Et ce qu'en disent les locaux, c'est que tout ça se fait dans un contexte de préparation à un référendum, à un rattachement à la Russie, qui pourrait intervenir dans le courant de l'automne. Et par ailleurs, dans l'autre sens, le chef ou le président, je ne sais pas très bien comment il faut l'appeler, du Parlement de la République de Donetsk, pour sa part, s'est exprimé à la Douma d'État. Donc on voit qu'il se passe des choses qui vont toutes dans le même sens en réalité, hein, celui d'une intégration qui pourrait être totale de ces territoires ukrainiens, soit échappant au contrôle de Kiev depuis 2014, soit pris par l'armée russe depuis le 24 février, territoire qui, en tout cas c'est l'impression qui se dégage ici, n'ont pas vocation à être restitués aux autorités ukrainiennes. Merci Arnaud. Que s'est-il passé, Igor, sur un plan diplomatique? Merci Président, bonjour à tous. Alors, tout d'abord, il y a la principale actualité qui tourne autour de la question des céréales et la visite de Sergueï Lavrov aujourd'hui à Ankara, où il a rencontré son homologue turc, M. Çavuşoğlu, pour évoquer donc la question de l'évacuation des céréales du port d'Odessa. Alors, il y a principalement trois éléments qu'il faut retenir de cette rencontre. Tout d'abord, une rencontre qui a duré environ une heure et demie. Tout d'abord que la Russie affirme être prête à participer avec la Turquie, avec l'Ukraine et avec l'ONU à une conférence à Istanbul au sujet des céréales. D'une part, d'autre part que les Russes et les Turcs ont abordé les détails techniques concernant le déminage du port d'Odessa. Alors je rappelle à cet égard que la veille de cette rencontre, à savoir hier, il y a eu un entretien téléphonique entre le ministre russe de la Défense, M. Shoigu, et son homologue turc, M. Akar, qui ont probablement largement évoqué ce sujet technique du déminage d'Odessa. Et je rappelle à cet égard que la Turquie est prête à mettre en œuvre le déminage du port d'Odessa, envoyer des dragueurs de mines et nettoyer le port, que manifestement la Turquie ne s'y oppose pas. Quant à l'Ukraine, pour l'instant, elle commente très très peu tout ce développement-là, mais en tout cas, il n'y a pas eu d'opposition formelle opposée de la part de Kiev. Et troisième point par rapport à cette rencontre Lavrov et Çavuşoğlu, la Russie est prête à fournir des garanties de sécurité en vue de faciliter le déminage d'Odessa. Par garantie de sécurité, en gros, la Russie, manifestement, tient à fournir des garanties dans la mesure où elle est
prête à assurer qu'elle ne profitera pas de l'opération de déminage pour tenter une quelconque opération de débarquement amphibie sur Odessa, alors que les Turcs sont en train de nettoyer le port, puisque ce sont les réserves notamment émises par l'Ukraine, à savoir que les Ukrainiens redoutent que la Russie se sert finalement de cette fenêtre d'opportunité pour tenter quelque chose sur Odessa. À cet égard, le chef du Conseil de sécurité nationale ukrainien, M. Danilov, a expliqué hier, lors d'un marathon télévisé, qu'il n'y aurait pas d'évacuation des céréales d'Ukraine tant que l'Ukraine ne se sentirait pas en sécurité. Ce sont les termes qu'il a employés. Alors, ce qui pose la question de savoir si jamais un accord effectivement émerge entre la Russie et la Turquie sous égide de l'ONU, est-ce que l'Ukraine va jouer le jeu ou pas pour l'évacuation des céréales? Pour M. Danilov, visiblement, ce n'est pas évident. En revanche, pour M. Zelensky, visiblement, ça l'est, puisqu'aujourd'hui, dans un entretien téléphonique avec M. Scholz, il a assuré qu'il fallait tout mettre en œuvre pour que les céréales puissent être évacuées d'Ukraine vers le marché mondial. Donc, on voit qu'il y a des tournures, en tout cas des expressions qui ne sont pas tout à fait identiques entre les dirigeants ukrainiens sur ce point-là. La Grèce s'est aussi déclarée prête à contribuer à une opération d'évacuation de ces céréales, conjointement avec la Turquie, ça vaut le coup quand même d'être souligné, dès lors qu'elle serait placée sous égide de l'ONU. Enfin, du côté des États-Unis, il semblerait qu'il y ait des petites dissensions au sein de l'administration Biden sur la stratégie à adopter à l'égard de la Biélorussie pour éviter, là aussi, une crise alimentaire mondiale, puisqu'on sait qu'il y a un sujet aussi biélorusse dans cette affaire de céréales. La Biélorussie qui pourrait faire office de couloir pour évacuer vers la Baltique via les pays baltes des céréales d'Ukraine, mais évidemment, on comprend bien qu'en contrepartie, Minsk entend négocier la levée de certaines sanctions pour ouvrir son territoire au transit de céréales d'Ukraine. Cela dit, il y a des doutes sur les capacités de transport à travers la Biélorussie. D'abord, les capacités sont limitées tout au plus à 2 millions de tonnes, mais surtout, l'état des chemins de fer biélorusses, manifestement, laisserait à désirer dans la mesure où il y aurait eu certains incidents présentés d'ailleurs parfois comme des actes de sabotage qui auraient été perpétrés sur certains axes ferroviaires biélorusses sur fond d'opérations spéciales en Ukraine et qui font que même l'exploitation de ces axes ferroviaires est sujette à réserve. Alors, sur l'ensemble des céréales qui seraient bloquées aujourd'hui en Ukraine, il y a beaucoup de chiffres qui circulent. Certains disent 15 millions de tonnes, d'autres disent 23 millions de tonnes. À Ankara, excusez-moi, on a parlé de 23,5 millions de tonnes, qui est probablement une fourchette assez haute. En tout cas, il y a, ce qui est sûr, plusieurs millions de tonnes qui sont toujours bloquées en Ukraine, dans les silos ou dans les ports ukrainiens. Sinon, on relève également une rencontre qui a eu lieu aujourd'hui à Kiev entre le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, M. Yermak, et les ambassadeurs des pays du G7 pour évoquer la question des livraisons d'armement d'une part et les perspectives d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne d'autre part. Enfin, un sujet OTAN, puisque aujourd'hui, le journal turc Yeni Şafak a publié la liste manifestement des 10 conditions posées par la Turquie pour lever, j'allais dire, ses réserves à l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN. Alors, en gros, la Turquie demande à la Suède et à la Finlande de l'aider dans son combat contre le terrorisme. Et par terrorisme, la Turquie entend aussi bien le PKK, donc le Parti des travailleurs kurdes du Kurdistan, que le courant guléniste que les Turcs appellent le FETÖ, mais également l'État islamique, mettent tout dans le même sac. D'empêcher l'ouverture de nouvelles représentations de ce courant guléniste ou des courants kurdes dans leur pays, de fermer celles existantes et d'extrader vers la Turquie les personnes contre qui la justice turque a engagé des poursuites et émis un mandat d'extradition internationale. Également d'interdire les manifestations kurdes et pro-kurdes et de coopérer en matière de renseignement avec la Turquie pour évidemment pourchasser ceux que les Turcs estiment être des terroristes. Donc, alors, ce qui est intéressant avec la publication de cet article, c'est le timing. D'abord, il est publié le jour où Lavrov se trouve à Ankara pour rencontrer son homologue, d'une part, et d'autre part, quand on voit ces conditions, eh bien, en l'état, elles me paraissent difficilement acceptables par les Suédois comme par les Finlandais. Voilà, Président, en résumé, l'actualité de ces dernières heures. Merci Igor. Et quand doit avoir lieu le sommet de l'OTAN? C'est le sommet de Madrid, c'est 29-30 juin. Donc ils n'arriveront jamais à se mettre d'accord. Non, ils n'arriveront pas à se mettre d'accord d'ici là. Je crois que ça a été acté ces derniers jours on comprend que c'est acté à travers différentes déclarations
qui émane à travers différents pays de l'OTAN, qui explique qu'en gros, la Suède et la Finlande n'arriveront pas à déposer officiellement leur acte de candidature, et encore moins à être acceptés comme membres de l'OTAN d'ici là. Et même d'ailleurs les Ukrainiens aujourd'hui, M. Kouleba, je crois, s'en est pris à l'OTAN en expliquant qu'il justifiait et maintenait ses déclarations de fin février, début mars à l'égard de l'OTAN, qui en tant qu'organisation ne pouvait rien pour l'Ukraine, il le déplorait. Il a été manifestement attaqué pour ses déclarations, il les maintient, il réaffirme aujourd'hui et dit que l'Alliance ne peut strictement rien pour l'Ukraine, encore aujourd'hui, ni d'ailleurs dans un avenir proche. Mais Monsieur Kouleba s'en prend beaucoup, il s'en est pris à la France, il s'en prend à l'OTAN, il s'en prend à l'Allemagne. Il ne risque pas de retourner un peu, je ne vais pas dire l'opinion publique, mais au moins ces organisations contre eux, les pays. En tout cas, j'ai l'impression qu'il risque, avec ces déclarations, de contribuer à un effet de fatigue qui s'installe indépendamment. D'ailleurs, c'est des déclarations de M. Kouleba ou de celles de M. Zelensky. Et puis, on l'a déjà dit, l'effet de fatigue qui, avec le temps, indéniablement s'installe. Les actualités de chaque pays qui prennent le dessus. En France, c'est les élections législatives. Derrière, il y a la période estivale qui, en général, est plutôt une période où on n'a pas envie de penser à des éléments anxiogènes, mais plutôt de se reposer. Donc, évidemment, c'est des choses qui ne jouent pas en faveur des Ukrainiens, mais oui, avec les déclarations assez affirmées contre d'ailleurs le président Macron, contre le chancelier Scholz, sachant que l'Allemagne a inauguré, j'allais dire, plutôt que les autres, le bal des pays contre qui les Ukrainiens quelquefois s'emportent, puisque M. Steinmeier, on s'en souvient, s'est vu refuser sa visite à Kiev. M. Scholz est accusé d'être mou face à la Russie, de ne pas livrer suffisamment d'armes, de ne pas livrer d'armes lourdes. On se souvient du débat, j'allais dire, débat avec Macron au sujet de l'emploi du terme génocide. L'Italie aussi est toujours suspectée j'allais dire, un peu trop de complaisance à l'égard de la Russie. Donc, effectivement, ces trois pays-là sont, j'allais dire, occasionnellement pris à partie dans la presse ukrainienne ou par les responsables ukrainiens pour leur politique, leur posture, qui est manifestement au goût de Kiev, pas assez affirmée, pas assez dure. Aussi d'ailleurs sur le sujet des sanctions, parfois. Non. Merci, Igor. Alors, on a quelques questions. On a déjà une première inquiétude par ton arrivée, Gilles. Notre auditeur nous demande si nous n'allons pas avoir de jeu de mots aujourd'hui. Alors, je ne vous conseille pas de provoquer Gilles, parce que entre Gilles et Pavel, je vous assure, je ne peux pas vous dire qui gagnerait le concours. Une petite question pour toi. En fait, Arnaud, on nous demande si les avions, tu parlais de livraison d'avions, alors tu disais qu'il fallait voir, bien évidemment, et on nous demande, mais ça serait des avions 100% russes. Serait-ce des avions 100% russes? En théorie, oui. C'est le cas du Tupolev 214 qu'il souhaite réactiver. Pour le MS-21 et le Superjet, c'est plus compliqué, mais on sait que, par exemple, s'agissant de la motorisation, il y avait des plans qui avaient été annoncés bien avant le 24 février. Donc, la tendance est là, en tout cas. Est-ce que ça ne pourrait pas être une coopération avec les Chinois? Alors, il y a des projets de coopération sur les avions long courrier, mais qui a été annoncé, je crois, il y a 5 ou 6 ans. Ça avance très lentement, en réalité. Donc, bon, ce n'est pas simple. Ce n'est pas un dossier simple pour la Russie, mais disons que les responsables russes espèrent que cette crise va, j'allais dire, accélérer une forme de relocalisation, une forme d'autonomisation, de retour à une industrie autosuffisante, comme elle l'est d'ailleurs pratiquement dans l'aéronautique militaire. Et ça risque de se faire vite, rapidement, du coup, parce que... Rapidement, c'est toute la question. C'est des sports qu'on appelle rapidement, mais tu prends à 10 ou 20 ans, ils vont être complètement indépendants, et 10 ou 20 ans, c'est rien dans la vie d'un pays, c'est beaucoup dans la vie d'un homme. Sauf qu'il faut, entre-temps, qu'il y ait des avions qui volent. Oui, bien sûr, mais en fait, c'est toujours... là, on en arrive avec les sanctions. On dit on va arriver néanmoins à une autonomie totale de la Russie, notamment sur un
plan d'avion avionique. Ils sont capables de dessiner des avions, ils sont capables de faire des moteurs, ils sont capables de tout faire aujourd'hui. Donc pas forcément encore tous les composants modernes, mais ils vont être capables de les faire à un moment ou à un autre. Donc on va donner à la Russie une autonomie qu'elle n'avait pas. Ça va accélérer le phénomène. Mais c'est effectivement 10 ans, 20 ans. Mais 10 ans, 20 ans, c'est rien. Tu étais là déjà il y a plus de 10 ans, Arnaud. Emmanuel, j'ai un petit point juste sur ce sujet avion. 300 avions, c'est quand même énorme. Et, en quantité, oui, bien sûr. Pour une compagnie comme Aeroflot, on ne parle pas des compagnies russes, on parle d'une compagnie qui est certes la principale compagnie aérienne de Russie, la mastodonte, mais néanmoins c'est énorme. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est parce qu'aujourd'hui leur flotte est très majoritairement composée, comme chacun le sait, d'Airbus et de Boeing, que comme chacun le sait, la maintenance n'est plus assurée depuis fin février sur ces avions par les prestataires, par les compagnies, etc. Et par conséquent, même si admettons que dans 6 mois les choses vont mieux, les espaces aériens s'ouvrent, etc., ce sont des avions qui, a priori, ne pourront plus revoler à travers les espaces aériens de ces pays, puisqu'il y aurait un trou noir dans la maintenance, j'allais dire le schéma d'entretien, la planification d'entretien de ces appareils pendant X mois, et que personne ne va courir le risque de les faire voler au-dessus des espaces aériens de ces pays-là, pour des raisons qu'on peut comprendre, d'assurance, de risque d'accident, etc. Et par conséquent, il y a peu de chances, sauf quelques pays qui peut-être prendront le risque ou la responsabilité de l'autoriser, mais il y a quand même peu de chances que la majorité des pays le fassent. Et donc, sur le moyen terme et long terme, il faut remplacer ce trou dans la voilure d'Aeroflot qui va persister par de nouveaux avions. Ce qui pose un autre problème, c'est celui de la maintenance et des bases de maintenance dans les nouveaux pays et l'acheminement des pièces dans les aéroports à travers le monde pour le Sukhoi Superjet 100, le MS-21, etc. Aujourd'hui, prenez votre avion, vous atterrissiez, vous avez une base de maintenance partout, surtout sur les très gros hubs, pour les Airbus, les Boeing, les logiciels, les pièces qui sont là, tout ceci se fait de manière tout à fait fluide et rapide. Pour le Sukhoi Superjet 100, c'est pas pareil. Il faudra qu'à travers le monde, il y ait un réseau d'entretien des pièces disponibles, surtout si on compte le faire voler en Asie, vers l'Europe, voire en Moyen-Orient. Donc en réalité, c'est tout un écosystème qu'il faut reconstruire, qu'il faut rebâtir sur, j'allais dire, le moyen terme. Donc c'est une sacrée paire de manches. C'est une sacrée paire de manches, mais c'est faisable. Ah oui, c'est faisable. C'est très faisable. C'est pas quelque chose d'insensé et on va rendre sa souveraineté à la Russie, mais sur énormément de domaines. Mais ça va prendre 10 ans, 20 ans pour certaines choses, 30 ans pour d'autres. Je ne sais pas combien de temps on a fait Ariane. Ça nous a pris combien de temps pour faire Ariane? 20 sur ans. le long terme, c'est certain que ça nous a pris 15-20 ans en Europe pour faire Ariane suite aux sanctions américaines. Et on l'a fait en 15-20 ans. Je cite aussi régulièrement, à l'appui de ton argument, les Israéliens qui ont été mis sous embargo dans les années 60 pour les guerres contre les Arabes, on livrait plus d'armes, on livrait plus de... Aujourd'hui, ils sont dans le top 5 des pays exportateurs mondiaux d'armement, ils font des satellites, ils font des choses comme ça, parce qu'ils ont dû internaliser un tas de processus, d'autres technologies qu'on ne voulait plus leur livrer, ou en tout cas que certains pays ne voulaient plus leur livrer, d'autres leur livraient sous le manteau peut-être, mais ils ont dû le faire. On nous demandait justement un calendrier pour des voitures russes, des ordinateurs russes, des smartphones et OS russes. Alors, les voitures russes, oui, il y a un calendrier qui devrait être assez rapide parce que ils travaillaient sur une voiture justement simplifiée, une voiture sans composants électroniques majeurs. Et notre dit notre ami, quel mauvais esprit, Gilles. Non, c'est pas une Trabant, c'est vraiment c'est plutôt une 4L. Voilà, une voiture qui est solide et qui va être capable d'avancer, notamment pour les Russes dans la région, qui sera une excellente voiture et ils pourront la réparer eux-mêmes. Et on va revenir à ça. Ça sera une Lada mais solide. Et avec une marche arrière. Et avec une marche arrière, ce qui est quand même une nouveauté aussi, c'est vrai. Les ordinateurs russes, ça, j'en sais rien. Les smartphones et OS russes, oui, ça va venir, et ça va venir plus vite que prévu parce que vous avez quand même Kaspersky qui travaille beaucoup là-dessus. Et qui ? Rostec.
Voilà. Alors, les ordinateurs russes, je ne sais pas très bien comment ils vont faire, mais ils vont venir. Mais en tout cas, Kaspersky a développé et en phase de finalisation sur une sorte de Microsoft Office qui remplacera absolument tout Microsoft Office. Et ils le disent être beaucoup plus performant que Microsoft Office, on ne l'a pas encore vu, mais Kaspersky a des capacités de développement qui sont extrêmement importantes. Donc oui, ça va venir. On nous demande aussi, on commence à parler d'une 7e vague de sanctions européennes. Connaissez-vous le teasing? C'est presque un film. Restrictions sur le gaz russe, le suspense est intenable, nous dit-on. Alors, effectivement, à ma connaissance, ceux qui ont parlé ou qui appellent de leur vœu un 7e paquet, ce sont les Polonais, hier ou avant-hier, par la voix du chef de la diplomatie à Varsovie, M. Rao, et je crois la Première ministre estonienne, il y a quelques semaines. En d'autres termes, des représentants de pays qui, historiquement et dans la période récente, sans aucune surprise, sont sur la ligne la plus dure à l'égard de la Russie. La Pologne souhaite que toutes les banques russes soient débranchées et que tout soit sous sanction, en réalité, y compris le gaz. Bon, ce n'est évidemment pas la position de la Commission, ni des États membres comme la France, l'Allemagne. Je crois que la ministre belge des Affaires étrangères, il y a quelques semaines, là encore, avait appelé à une pause, à une période d'évaluation sur les sanctions déjà adoptées. Donc, on ne peut rien exclure, évidemment, mais on ne peut que répéter ce qu'on a dit ces derniers jours, à savoir que se mettre d'accord à 27 sur de nouvelles sanctions est de plus en plus difficile. On n'a pas d'idée d'une date de 7e sanction pour l'instant. On a une remarque de l'un de nos auditeurs qui me fait remarquer que les Iraniens sont depuis longtemps sous sanction, ils n'ont pas envoyé de satellites ni des avions. Mais on ne peut pas comparer la situation iranienne et russe. Les Russes ont déjà envoyé des satellites depuis fort longtemps et ont fait des avions par eux-mêmes pendant tout le temps de l'Union soviétique. Donc ils savent les faire. Et ils ont, vous savez, c'est un pays d'ingénieurs. Ils sont tous ingénieurs ou docteurs. Voilà. Donc c'est un pays qui a encore toutes les capacités, en tout cas éducatives, pour former des ingénieurs. Donc oui, ils ont une formation qui est bien faite et ils ont un passé, ils ont quelque chose. Donc ils ne partent pas de zéro, alors que les Iraniens n'ont rien en la matière. Mais non, je crois que tu voulais ajouter quelque chose. On nous dit aussi, alors je ne sais plus par rapport à quoi, qu'en est-il des autres pays latins, l'Espagne, le Portugal et la Roumanie? Ah, ça c'était... Je pense en réaction à ce que disait Igor sur les... Donc, l'Espagne est sur une ligne plutôt dure, en réalité. C'est-à-dire plutôt centre-européenne, ouest européenne. Le Portugal est assez périphérique, mais il abrite une importante communauté ukrainienne, de longue date d'ailleurs. Et la Roumanie est un pays, je dirais, de l'avant, en première ligne ou presque. En tout cas, c'est là-bas que la France assure le commandement de, comment on appelle ça, une task force ou d'un groupement de bataille dans le cadre de l'OTAN. Donc, ces trois pays, très clairement, ne sont pas sur la ligne franco-allemande, on va dire. C'est un sujet complètement différent. On nous demande, un de nos auditeurs nous dit qu'il a passé la douane comme une fleur hier à Sheremetyevo en provenant d'Antalya, donc en Turquie, par Aeroflot. Énorme différence, nous dit-il, avec la précédente expérience en provenance de Belgrade, voilà, qu'on déconseille toujours. Antalya est bondée de touristes russes. Oui, parce qu'en fait, les Russes peuvent aller en Turquie et ils peuvent y aller sans visa. Donc, il y en a beaucoup, mais ça, j'imagine, Gilles, que tu peux nous le confirmer. Ouais. Il y a aussi un trafic qui reprend sur l'Égypte, qui est fortement diminué après l'explosion, enfin l'attentat de Sharm el-Sheikh. Et là, on revoit fleurir dans les vitrines des agents de voyage, dans les supermarchés, pas mal d'offres sur Sharm el-Sheikh, regardez. Et puis bien sûr la Turquie, ça qui est mais c'est traditionnel, ça date des années 80, une destination majeure du tourisme russe.
Merci, Gilles. Tu n'as pas fait de jeu de mots, c'est bien. Nous n'avons plus de questions, voilà. Puis de toute façon, on a terminé. Donc, Gilles, est-ce que tu peux nous dire un petit mot Alors donc les nouvelles habituelles. Alors d'abord, je rappelle, parce que le président n'a pas signalé que c'est notre 64e briefing. C'est important. Voilà, et donc vous nous retrouvez toujours les lundis, mercredis et vendredis à 17h30 heure de Moscou, 16h30 heure de Paris, avec le même lien. Donc ça, je crois que vous avez tous pris l'habitude, il n'y a pas à vous le rappeler, mais si j'en avais des nouveaux auditeurs, c'est bien de le savoir. Vos questions sont nombreuses, mais pas suffisamment. N'hésitez pas à les poser par avance si vous avez un remords de ne pas l'avoir posé. Et donc sur notre hotline ccfr.ru. Et puis bien entendu, tous nos briefings sont postés sur YouTube juste quelques minutes après. On en remercie Grégoire qui fait ça très bien. Notre directeur de la communication. Directeur de la communication, voilà. Alors, plus important, nous avons le plaisir de vous informer de l'ouverture avec le soutien du service fédéral des douanes d'une hotline sur les questions douanières. Alors ça, c'est quelque chose qui avait été demandé, c'est des questions récurrentes, et donc ça, on a le plaisir d'avoir mis ça en place. Donc, vous pouvez envoyer vos questions ou une description des problèmes rencontrés lors des procédures douanières ou des opérations logistiques en Russie, donc sur le lien hotline ccfr.ru, et on vous répondra directement. Et je pense que si c'est des questions d'intérêt général, on en parlera directement ici, ça peut être l'occasion. Vous retrouvez bien entendu tous nos événements sur notre site www.ccfr.ru. Et donc, prochainement, on pourrait noter qu'il y a un séminaire très intéressant qui s'appelle le Retail dans la réalité actuelle en Russie, qui est en partenariat avec l'AmCham. Et ça, c'est le 10 juin. Et le 23 juin, il y aura donc une rencontre des directeurs généraux des sociétés membres de la CCI France-Russie. C'est la dernière de la saison ou... C'est la dernière de la saison. La dernière de la saison, donc là, ne la manquez pas. Voilà, et donc les autres actualités de la CCI France-Russie sont également, bien entendu, sur notre chaîne Telegram. Et on va faire une rencontre de la communauté française quand le 24, qui n'a pas été noté sur... Oui, voilà. On n'a pas commencé à le dire, mais voilà, on commence à vous le dire. Notez sur vos calendriers. Mais on a une dernière question, il suffit juste qu'on n'ait plus de questions pour qu'on en ait une dernière. Donc, je vais te la poser à Arnaud, parce que c'est une question intéressante. Peut-on voir émerger en Russie une nouvelle génération de dissidents, comme ce fut le cas dans les années 80 ? Qu'est-ce qu'on entend par dissident? Enfin, on sait ce qu'étaient les dissidents soviétiques des années 70, les années 60, 70, début des années 80. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre l'URSS de l'époque et la Russie d'aujourd'hui? La première question. Est-ce qu'un dissident, c'est aussi un militant politique ou un blogueur? Enfin, je dirais qu'il y a déjà des dissidents en réalité. En tout cas, des personnes en Russie qui refusent totalement je dirais, la réalité politique telle qu'elle s'est installée depuis quelques années. La plupart d'entre elles, aujourd'hui, sont soit déclarées agents de l'étranger, dans le meilleur des cas, soit ont quitté la Russie. En tout cas, les personnes qui avaient une certaine audience. Aujourd'hui, ça peut changer. Donc, c'est un point à étudier, mais à voir. On va le voir dans le futur. Arnaud nous aide toujours à poser des problèmes et à réfléchir. Merci, voilà ce qu'on nous dit. C'est fatigant quand vous travaillez avec lui. Et on nous pose une dernière question de mon fils, nous dit-il, combien d'auditeurs vous écoutent? Alors écoutez, c'est simple, au début on avait entre 1000 et 1500 auditeurs par jour. Aujourd'hui on est plutôt entre 600 et 800. Voilà, mais donc on continue parce qu'entre 600 et 800, c'est beaucoup. Donc on continue et on va continuer sur ce rythme jusqu'à la fin du mois de juin et on passera probablement à 2 sessions jusqu'au 15 juillet et après on verra. Mais en tout cas, merci beaucoup, merci de nous suivre. La CCI France-Russie reste à vos côtés. À vendredi.